Il a remarqué que des fleurs et des jouets disparaissaient de la tombe de son fils. Pour découvrir la vérité, il a caché une caméra. Mais ce qu'il a vu sur l'enregistrement a changé son attitude envers tout. Abonnez-vous à la chaîne et indiquez dans les commentaires de quel pays vous venez. La chaleur douce du Sud baignait chaque matin la maison des Wilson, une demeure simple mais emplie de rires, d'odeurs familières et de souvenirs paisibles. Ethan et Maria avaient toujours aimé cette région où les saisons semblaient s'étirer sans hâte, où les journées s'écoulaient avec une lenteur rassurante. Leur famille formait un noyau chaleureux. Liam, l'aîné, calme et réfléchi, passait des heures à construire des maquettes ou à feuilleter ses livres illustrés, tandis qu'Ella, plus vive, plus expansive, laissait derrière elle des éclats de bonheur comme autant de petites étincelles. Leur foyer semblait complet, stable, ancré dans une routine qui ne cessait de renforcer les liens entre eux. Pourtant, lorsque Maria annonça qu'elle attendait un troisième enfant, quelque chose de plus lumineux encore s'installa dans la maison, comme si l'avenir venait d'y ouvrir une fenêtre supplémentaire. Les semaines qui suivirent furent imprégnées d'une douce excitation. Maria caressait son ventre arrondi avec une tendresse infinie, déjà connectée à la petite vie qui grandissait en elle. Elle et Ethan passaient leur soirée à discuter de prénoms, à imaginer le caractère du bébé, à rêver au premier sourire et au premier pas. Liam, un peu intimidé par ce rôle d'aîné renforcé, posait 1000 questions sur ce que signifiait être grand frère 2 fois, tandis qu'Ella, elle, parlait au bébé comme s'il l'entendait déjà, posant ses petites mains sur le ventre de sa mère et racontant ses journées avec un sérieux enfantin. Tout indiquait que l'arrivée du nouveau-né serait une bénédiction, un nouvel élan pour cette famille déjà unie. Mais la vie, parfois, s'incline brusquement vers l'inattendu, et ce qui avait commencé comme une attente joyeuse se transforma en tragédie. Le jour de l'accouchement, alors que Maria était entourée de médecins et d'espoir, un silence angoissant envahit soudain la salle. Les complications surgirent sans qu'aucun signe avant-coureur n'ait permis de les prévoir. Ethan, debout près du lit, sentit l'air se retirer de ses poumons lorsque les visages du personnel médical se fermèrent, lorsqu'il comprit qu'il n'y aurait pas de cri de nouveau-né pour accueillir ce monde. Leur fils, qu'ils avaient déjà nommé Noah, ne survécut pas. Il n'eut que quelques heures, quelques battements d'existence, trop fragiles pour résister. Le retour à la maison fut un déchirement silencieux. La chambre préparée avec tant d'amour demeurait intacte, mais elle semblait désormais appartenir à une réalité parallèle, inaccessible, trop douloureuse pour être regardée. Les murs, qui avaient été témoins de la joie, résonnaient d'un vide presque palpable. Maria se mouvait dans la maison comme une ombre, sa main cherchant instinctivement un ventre qui ne contenait plus de vie. Ethan, lui, tentait de porter la douleur de tous, mais chaque geste, chaque objet, chaque souvenir venait fissurer la carapace qu'il s'efforçait de maintenir. Liam et Ella, trop jeunes pour saisir l'ampleur de la perte, comprenaient pourtant que quelque chose d'immense avait disparu. Ils observaient leurs parents avec une inquiétude muette, cherchant dans leurs attitudes un repère qu'ils ne trouvaient plus. Pour honorer la mémoire de Noah, Ethan décida d'aménager un petit espace au cimetière local. Ce geste, simple en apparence, lui permettait de donner une forme à sa douleur, de l'ancrer quelque part plutôt que de la laisser flotter dans chaque coin de la maison. Il choisit un endroit paisible, à l'ombre d'un jeune arbre dont les feuilles frémissaient doucement au vent. Il y plaça une petite plaque, un croix en bois qu'il avait lui-même poncé et verni, et quelques fleurs éclatantes que Maria avait sélectionnées avec soin, comme si elles pouvaient combler le silence laissé par leur enfant. Lorsqu'ils se rendirent pour la première fois à ce petit sanctuaire, les Wilson ressentirent un mélange de dévastation et de paix fragile. Maria y déposa une petite peluche, celle qu'elle avait gardée près d'elle pendant toute la grossesse. Liam apporta un dessin, Ella une figurine de plastique qu'elle appelait « Pour que Noah ait un ami ». Les visites devinrent rapidement un rituel. Chaque semaine, souvent plusieurs fois, ils revenaient ensemble, apportant des jouets, des fleurs, parfois même des ballons colorés. C'était leur façon de parler à Noah, de lui dire qu'il ne serait jamais oublié. Maria, qui peinait encore à mettre des mots sur sa souffrance, trouvait dans ses gestes une manière d'apaiser son cœur. Parfois, elle restait assise longuement devant la petite tombe, murmurant des pensées que personne d'autre n'entendait. Les enfants, eux, prenaient ce moment très au sérieux. Ils arrangeaient les objets, remettaient en place les fleurs,
nettoyer les feuilles tombées, comme s'ils entretenaient un jardin secret dédié à leur frère. Mais quelques mois plus tard, quelque chose d'étrange commença à troubler cette fragile routine. Un matin, Ethan remarqua que les fleurs qu'ils avaient laissées la veille avaient disparu. Il se dit d'abord que le vent les avait peut-être dispersées ou qu'un animal les avait abîmées. Cela lui sembla plausible et il n'y pensa plus. Pourtant, quelques jours plus tard, une peluche disparut à son tour, puis une petite décoration faite à la main par Ella. L'enfant, très attaché à ses créations, demanda avec anxiété pourquoi quelqu'un avait pris ce qui était à Noah. Ethan, embarrassé, tenta de la rassurer en inventant une explication approximative, mais au fond de lui, une inquiétude commençait à se frayer un chemin. Les disparitions se multiplièrent. Des objets disparaissaient de parfois le lendemain même de leur dépôt, sans logique apparente. Les jouets les plus simples comme les plus significatifs, les fleurs comme les décorations artisanales, tout semblait susceptible d'être pris. Ethan, perplexe, se rendit à l'administration du cimetière pour comprendre. Peut-être existait-il une règle interdisant certains objets, peut-être une campagne de nettoyage avait-elle été lancée. Mais les responsables nièrent tout changement. Ils affirmèrent que rien n'avait été enlevé par leurs équipes. La situation devenait incompréhensible. À la maison, l'ambiance déjà lourde devint encore plus instable. Maria prenait ses disparitions comme une blessure supplémentaire, comme si l'on effaçait peu à peu la présence fragile de Noah. Chaque objet qui disparaissait semblait lui arracher un fil de ce lien qu'elle s'efforçait de maintenir. Ethan sentit que la douleur de sa femme redoublait et cela le poussa à agir. Il ne pouvait tolérer que la mémoire de son fils soit ainsi perturbée. Il devait protéger cet espace, ce symbole précieux qui représentait leur chemin vers la guérison. Il réfléchit longtemps avant de prendre une décision. Il ne voulait pas dramatiser inutilement, ni transformer ce lieu sacré en scène d'enquête. Pourtant, les faits étaient là, et il ne pouvait plus se contenter d'hypothèses. Finalement, une idée lui vint. Installer une caméra discrète, suffisamment petite pour se fondre dans le décor, et enregistrer ce qui se passait durant la nuit. Cette décision ne fut pas facile à assumer. En rentrant ce soir-là, il expliqua à Maria ce qu'il comptait faire, sentant une pointe de culpabilité l'envahir. Elle l'écouta en silence, puis acquiesça d'un signe de tête. Elle comprenait. Eux deux avaient besoin de réponses, non par colère, mais pour retrouver un peu de stabilité. Le lendemain, Ethan se rendit au cimetière avec une petite caméra portative qu'il avait peinte pour qu'elle se camoufle parfaitement parmi les pierres. Il la fixa entre deux buissons, orientés vers la tombe de Noah, en prenant soin qu'elle ne soit visible par personne. Il passa plusieurs minutes à vérifier le cadrage, la batterie, l'angle, puis resta immobile un instant, observant le lieu avec une impression étrange, celle de confier à un appareil le soin de comprendre ce qu'il n'arrivait plus à saisir. Finalement, il quitta l'endroit d'un pas lent, emporté par une inquiétude nouvelle, mais aussi par l'espoir fragile de trouver enfin une explication. Ainsi commença une semaine d'attente silencieuse, marquée par des visites régulières au cimetière et par le poids toujours présent de la perte. Ethan, sans en parler, observait chaque détail, chaque objet laissé, chaque modification, essayant d'imaginer ce que la caméra pourrait révéler. Il voulait que la réponse soit simple, rationnelle, mais une voix intérieure lui murmurait que quelque chose échappait à sa compréhension. Il ne savait pas encore que cette quête, initiée pour protéger la mémoire de son fils, allait l'amener bien plus loin qu'il ne l'aurait imaginé. La semaine qui suivit parut s'étirer comme un long fil tendu, chargé d'attente et d'appréhension. Chaque fois qu'Ethan se rendait au cimetière pour vérifier que la caméra était toujours en place, il ressentait une hésitation nouvelle, comme s'il redoutait, avant même d'avoir vu les images, ce qu'elles pourraient révéler. Il observait les objets déposés en mémoire de Noah, les comptait presque malgré lui, cherchant à remarquer la moindre disparition, le plus petit signe d'un passage nocturne. Pourtant, aucune certitude ne venait, seulement ce sentiment persistant que la réponse approchait et qu'elle changerait quelque chose de profond dans leur vie. Maria, elle, suivait ses jours avec une discrétion presque douloureuse. Elle parlait peu, mais ses regards vers Ethan étaient lourds de questions qu'elle n'osait plus formuler. Le 7e jour, Ethan décida qu'il était temps de récupérer la caméra. Le soleil se couchait lentement, projetant une lueur orangée sur les pierres du cimetière et donnant au lieu une atmosphère à la fois paisible et mélancolique. Il s'agenouilla près de l'arbuste où il avait caché l'appareil et le détacha avec précaution. Sa main trembla légèrement lorsqu'il sentit son poids dans sa paume.
L'objet lui paraissait soudain chargé de plus que des données. Il contenait, il le savait, des fragments de vérité qu'il s'apprêtait à affronter. Il resta quelques instants immobile, regardant la tombe de Noah, puis se leva et quitta le cimetière d'un pas lent, comme s'il craignait que le simple fait de marcher ramène trop vite le moment de découvrir les images. Ce soir-là, la maison semblait retenir son souffle. Après avoir couché Liam et Ella, après avoir éteint les lumières du salon, Ethan et Maria s'assirent côte à côte devant l'ordinateur. Aucun mot ne fut échangé. Ils savaient tous deux que ce qu'ils allaient voir pourrait leur apporter un soulagement, une explication, ou au contraire ouvrir une brèche nouvelle dans leur peine. Ethan inséra la carte mémoire, lança la première vidéo. L'écran montrait une nuit immobile, parcourue seulement par le mouvement doux de l'herbe balayée par le vent. L'enregistrement avançait lentement, presque hypnotique. Pendant de longues minutes, il ne se produisit rien. L'image demeurait figée dans une tranquillité qui semblait contredire toutes les disparitions mystérieuses. Puis dès qu'à l'approche de l'aube, quelque chose changea imperceptiblement. Une forme se glissa dans le cadre, d'abord floue, comme une ombre hésitante. Maria se pencha légèrement, retint sa respiration. La silhouette se précisa. Un enfant, puis un deuxième, puis un troisième, jusqu'à ce qu'un petit groupe se dessine dans la lumière tremblante du matin. Ils avançaient lentement, prudemment, presque en silence. Leurs vêtements étaient de trop grands ou trop petits, usés jusqu'au fil. On distinguait les manches déchirées, les chaussures sans lacets, les tissus tachés de poussière. Aucun d'eux ne parlait. Ils semblaient regarder autour d'eux avec une crainte viscérale, comme des animaux traqués, prêts à fuir au moindre bruit. Ethan sentit son cœur battre plus fort. Il s'était préparé à l'idée de vandales, d'adolescents mal intentionnés, d'un acte de méchanceté gratuite. Mais ce qu'il voyait dépassait tout ce qu'il avait imaginé. L'un des enfants s'approcha de la tombe de Noah. C'était un garçon d'une dizaine d'années peut-être, au visage creusé par la fatigue. Il se pencha lentement, prit dans ses mains le bouquet de fleurs que Maria avait déposé quelques jours plus tôt. Ses gestes étaient d'une douceur inattendue, presque solennelle. Il effleura les pétales du bout des doigts, comme s'il avait peur de les abîmer, puis les serra contre lui avec gratitude, comme si ces fleurs représentaient bien plus qu'un simple objet. Une petite fille ramassa ensuite une peluche qu'elle avait laissée. Elle la pressa contre son cœur, ses yeux brillants dans la pénombre. Les images montrèrent des enfants qui ne prenaient ni par caprice ni par malveillance, mais par nécessité. Ils semblaient affamés, transis de froid, privés de chaleur humaine. Leurs gestes trahissaient une fragilité immense, un besoin désespéré de réconfort. Ethan sentit une pression intense dans sa poitrine. Maria porta une main à sa bouche, incapable de retenir un sanglot silencieux. Elle regardait ses enfants comme s'ils étaient des fantômes d'un monde oublié, des âmes errantes à qui personne ne prêtait attention. Les minutes suivantes confirmèrent ce que leur intuition leur dictait déjà. Les enfants ne cherchaient pas à dégrader quoi que ce soit. Ils ramassaient simplement tout ce qui pouvait leur apporter un peu de chaleur, un peu de beauté, un semblant de normalité dans une existence qui, manifestement, leur refusait tout cela. Ils se déplaçaient avec une prudence extrême, comme s'ils savaient qu'ils n'étaient pas à leur place, comme si chaque seconde était un pari contre le danger. Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Maria. Elle ne voyait plus des intrus, mais des enfants perdus, des enfants qui auraient pu être les leurs. Lorsque la vidéo s'acheva, un silence lourd envahit la pièce. Ethan resta immobile, incapable de parler. Il tentait de comprendre les émotions contradictoires qui l'envahissaient. La tristesse, la compassion, la stupeur, mais aussi un besoin urgent d'agir, de protéger ses enfants dont il ignorait tout. Maria posa une main tremblante sur son bras et ferma les yeux. Il savait désormais que leur douleur n'était pas la seule à habiter ce cimetière. Celle de ses enfants, silencieuse et invisible, se mêlait à la leur. La tombe de Noah était devenue le témoin d'une détresse plus vaste encore. Ils passèrent une partie de la nuit à discuter à voix basse, non pas pour chercher des coupables, ni pour se plaindre, mais pour tenter de comprendre ce que les images impliquaient. Qui étaient ces enfants? Où dormaient-ils? Comment survivaient-ils? Et surtout, comment pouvaient-ils les aider sans les effrayer ou attirer sur eux des ennuis? Ethan proposa d'appeler la police, mais Maria secoua la tête. Elle voyait dans ses enfants une fragilité que l'intervention brutale d'adultes pourrait briser. Ils n'avaient dévolé que des fleurs, des jouets,
des objets chargés de douceur, pas de valeur matérielle. Ils n'avaient détruit ni la tombe, ni rien autour. Ils avaient seulement cherché ce que la vie leur refusait, un peu de lumière. Finalement, ils comprirent que leur décision devait s'ancrer dans ce que Noah aurait inspiré s'il avait grandi à leur côté. Leur fils était devenu, dans leur cœur, un symbole d'amour pur, un point d'équilibre fragile entre la douleur et la compassion. Il devait agir en son nom. Cette idée s'imposa à Maria avec une évidence presque apaisante. Elle se mit à imaginer ce dont ses enfants auraient le plus besoin. De la nourriture, des vêtements chauds, des couvertures, peut-être même quelques jouets nouveaux pour remplacer ceux déjà trouvés. Ethan acquiesça. Pour la première fois depuis des mois, il sentit une direction claire s'offrir à lui. Un chemin qui ne cherchait pas à effacer la douleur, mais à la transformer. Les images qu'ils venaient de voir résonnaient encore dans leur esprit, comme une invitation muette à alléger la souffrance de ces âmes perdues. Une douce détermination s'installa progressivement dans leurs regards. Leur décision n'était pas motivée par la pitié, mais par une forme de responsabilité nouvelle, née de leur propre tragédie. Quand ils se couchèrent enfin, la nuit semblait moins oppressante qu'à l'ordinaire. Ils n'avaient pas résolu le mystère qui entourait la vie de ces enfants, mais ils savaient qu'ils avaient un rôle à jouer. Ethan éteignit la lumière en pensant à Noah, à ce petit être qui, malgré son passage trop bref, continuait d'influencer leurs actions. Il sentit que tout ce qu'ils entreprendraient désormais trouverait son sens dans cette continuité invisible entre la vie et la mort, entre leur famille et ses enfants inconnus. Le lendemain serait le début d'une nouvelle étape, un tournant silencieux mais déterminant dans leur manière de vivre leur deuil. Une lumière fragile se levait déjà au cœur de leur nuit. Le lendemain de la découverte, la maison des Wilson semblait enveloppée d'un calme inhabituel, presque sacré. Ethan et Maria s'étaient levés plus tôt que d'ordinaire, chacun absorbé dans ses pensées, sans que le besoin de parler ne se fasse sentir. Les images de la veille continuaient de défiler dans leur esprit avec une netteté douloureuse. Les silhouettes frêles des enfants, leurs gestes prudents, leurs regards inquiets mais empreints de douceur revenaient hanter leur mémoire comme des appels silencieux auxquels ils ne pouvaient plus rester indifférents. La certitude qu'ils devaient agir s'était installée en eux pendant la nuit, s'était mêlée à leurs souvenirs et s'était imposée avec la force d'une évidence. Leur douleur, jusqu'ici intérieure et repliée, trouvait soudain un débouché inattendu. Elle se transformait en une nécessité d'aider, de tendre la main, de combler un vide qui n'était pas uniquement le leur. Après le petit déjeuner, Ethan descendit au garage et commença à fouiller les cartons où il rangeait les vêtements d'hiver, ceux que Liam et Ella avaient déjà dépassés en taille. Il les étala un à un sur la table, cherchant ceux qui pourraient convenir à des enfants qu'il n'avait vus qu'en nombre brisé sur un écran. Des pulls, des vestes, des pantalons épais, des bonnets et des gants formèrent bientôt un petit tas croissant. Maria le rejoignit peu après, portant dans les bras plusieurs couvertures légères mais chaudes, soigneusement pliées. Elle les posa sans un mot, mais son regard suffisamment éloquent révélait qu'elle pensait à ces nuits froides où les enfants du cimetière, serrés les uns contre les autres, devaient lutter pour conserver un peu de chaleur. Ensemble, ils commencèrent à organiser ce qui deviendrait leur premier acte de soutien. Ethan apporta des boîtes de conserve, des barres énergétiques, des bouteilles d'eau. Maria prépara un sac de jouets neufs qu'elle avait acheté avant la naissance de Noah et qu'elle n'avait jamais eu la force d'offrir à quiconque. Elle hésita longuement en les prenant, caressa distraitement la tête d'une peluche encore étiquetée, puis la déposa dans le carton avec un soupir si chargé d'émotion qu'Ethan posa une main rassurante sur son épaule. Ce geste, si simple, sembla la ramener dans le moment présent. Elle hocha faiblement la tête et reprit son travail. Liam et Ella observèrent la scène avec une fascination silencieuse. Ils ne comprenaient pas exactement ce que préparaient leurs parents, mais ils percevaient dans leurs gestes une forme de sérieux et de douceur inhabituelle. Lorsqu'Ella demanda timidement si elle pouvait ajouter un dessin pour que les autres enfants aient quelque chose de joli, Maria la serra brièvement contre elle avant d'accepter. Liam, avec sa gravité habituelle, proposa un petit avion en papier qu'il avait soigneusement plié. Ethan sourit, ému par la spontanéité de leurs gestes, et plaça les contributions des enfants au sommet du carton. Lorsque tout fut prêt, ils chargèrent la voiture sans se presser, comme si chaque objet représentait une partie d'eux-mêmes qu'ils confiaient au monde. La route vers le cimetière se déroula dans un silence habité, ponctué seulement par les respirations profondes d'Ethan,
qui cherchait peut-être à se donner du courage. Maria tenait entre ses mains une petite carte blanche sur laquelle elle avait écrit quelques mots simples. Une phrase qu'elle avait longuement réfléchie. « Pour vous, nous pensons à vous ». Elle ne savait pas si les enfants sauraient lire, mais elle avait ressenti le besoin d'adresser ces mots à quelqu'un qui, malgré l'absence de nom, existait bel et bien. Arrivés au cimetière, ils avancèrent jusqu'à la tombe de Noah avec une lenteur empreinte de solennité. Le lieu semblait différent ce jour-là, comme s'il avait été témoin de leur nouvelle résolution et qu'il les accueillait d'une lumière plus douce. Ils déposèrent les cartons à quelques pas de la tombe, suffisamment près pour que les enfants comprennent qu'ils leur étaient destinés, mais aussi assez loin pour ne pas effrayer une fragilité déjà perceptible dans leurs gestes nocturnes. Maria déposa la petite carte par-dessus le premier carton, et ses doigts s'attardèrent un instant dessus, comme pour lui transmettre une part d'espoir. Avant de partir, ils restèrent quelques minutes debout, silencieux, contemplant l'endroit où tant de tristesse et désormais un peu de générosité se rencontraient. Maria se tourna vers Ethan et d'un murmure exprima sa crainte que les enfants n'osent non pas revenir. Il lui répondit que l'essentiel était d'avoir essayé, que rien ne garantissait leur retour, mais que leur geste, lui, avait déjà du sens. Ils quittèrent le cimetière d'un pas mesuré, sans se retourner. Ils voulaient laisser au lieu sa tranquillité et à ces mystérieux visiteurs la liberté d'accepter ou non leur aide. Les 3 jours suivants furent marqués par une tension douce, presque expectative. À chaque visite, Liam ou Ella demandaient si les objets avaient été pris. Ethan répondait qu'il le saurait que bien vite. Le 3e jour, enfin, ils reprirent la route vers le cimetière. La lumière du matin éclairait les arbres d'une clarté presque irréelle, et le vent léger faisait bruire les feuilles comme un chuchotement. Lorsqu'ils atteignirent la tombe de Noah, Ethan sentit son souffle se suspendre. Les cartons avaient disparu. Chaque couverture, chaque jouet, chaque vêtement avait été emporté. Il n'en restait aucune trace. Maria porta une main à sa poitrine, partagée entre soulagement et une émotion soudaine qui menaçait de la submerger. Ethan s'accroupit pour regarder de plus près l'endroit où ils avaient laissé les boîtes. C'est alors qu'il aperçut une petite feuille pliée, posée soigneusement au pied de la pierre. Il la prit avec délicatesse, comme on saisirait un objet précieux ou fragile. Lorsqu'il la déplia, il découvrit un seul mot écrit d'une écriture irrégulière et enfantine. « Merci ». Il resta un moment sans bouger, incapable de prononcer quoi que ce soit. Maria s'approcha, lut par-dessus son épaule, et ses yeux se remplirent de larmes. Ce simple mot contenait plus de sens que s'ils avaient retrouvé les enfants eux-mêmes. Il représentait la preuve tangible que leur geste avait été compris, qu'il avait touché quelqu'un qui probablement n'avait plus l'habitude de recevoir. Il ne savait pas où ses enfants dormaient, ni comment ils vivaient, mais il savait désormais qu'il n'était pas seul à porter une souffrance silencieuse. Noah, à travers eux, avait offert un peu de douceur à ceux qui en manquèrent cruellement. Le retour à la maison fut empreint d'un apaisement inhabituel. Maria serrait contre elle la petite feuille comme un trésor irréplaçable. Ethan, lui, ressentait pour la première fois depuis des mois une légèreté étrange, un souffle de renouveau. Leur douleur n'avait pas disparu, mais elle avait changé de forme. Elle devenait une force, une impulsion qui les poussait à continuer d'aider. Ils savaient ce que ce geste ne serait pas le dernier. Les enfants avaient répondu, timidement mais clairement, et cette réponse créait entre eux un lien fragile mais réel. Les jours suivants, ils préparèrent de nouveaux paquets, moins volumineux mais tout aussi utiles, avec la même attention minutieuse. Ils déposèrent des vêtements supplémentaires, quelques collations, de petites lampes de poche et même des cahiers et des crayons pour que les enfants puissent écrire, dessiner, laisser peut-être un signe supplémentaire de leur passage. Chacune de leurs visites au cimetière devint un rituel empreint de sens, un échange silencieux entre 2 détresses qui se reconnaissaient sans jamais se croiser. Ethan et Maria comprirent peu à peu que leur rôle n'était plus seulement de se souvenir de Noah, mais aussi d'offrir à d'autres enfants une chance d'adoucir leur quotidien. Ils n'agissaient pas par charité, mais par instinct, par amour, par cette conviction profonde que personne ne devrait vivre dans un tel abandon. Et chaque fois qu'ils découvraient une nouvelle petite note, chaque fois qu'ils constataient que leur don avait été utilisé avec gratitude, leur cœur se remplissait d'une chaleur étrange, comme si leur fils, malgré sa courte existence,
les guidait vers un chemin qu'eux-mêmes n'auraient jamais envisagé seuls. À mesure que les semaines passaient, ils se sentaient moins écrasés par leur propre perte. Leur douleur restait présente, mais elle était accompagnée d'une lumière nouvelle, un sentiment d'utilité et de connexion qui les aidait à avancer. Dans le silence du cimetière, au pied de la tombe de Noah, ils avaient trouvé une mission, fragile et secrète, mais essentielle. Leur famille s'élargissait d'une manière inattendue, invisible mais profondément réelle. Et ils savaient, sans qu'aucun mot ne soit nécessaire, que cette mission ne faisait que commencer. Les semaines qui suivirent marquèrent un tournant silencieux dans la vie des Wilson, un glissement doux mais profond vers une manière nouvelle d'habiter leur douleur. Chaque visite au cimetière devenait désormais un moment où se mêlait la tristesse de ce qu'ils avaient perdu et la tendresse qu'ils offraient à ceux qu'ils ne connaissaient pas. Les gestes qui autrefois leur semblaient lourds, presque insurmontables, se transformaient en un rituel empreint d'une sérénité fragile. Au fil des jours, ils comprirent que leur mission ne se limitait plus à honorer la mémoire de Noah, mais s'étendait à ces enfants invisibles qui avaient trouvé par hasard un lien inattendu avec leur fils disparu. Ce lien, silencieux mais tenace, donnait un sens nouveau à chacun de leurs pas sur l'allée du cimetière. Chaque fois qu'ils arrivaient près de la tombe, ils découvraient, avec un mélange de curiosité et d'émotion, ce qu'il restait des objets déposés quelques jours plus tôt. Parfois, tout avait disparu. La nourriture, les vêtements, les jouets, les lampes de poche. À d'autres moments, quelques objets restaient en place, soigneusement réarrangés, comme si les enfants avaient voulu indiquer qu'ils n'avaient pris que le nécessaire, sans jamais abuser de ce qui leur était offert. Cette délicatesse les touchait profondément, renforçant l'image d'être discret mais reconnaissant, conscient de la valeur de chaque geste. Maria, en observant les paquets ouverts ou les restes soigneusement placés, se surprenait souvent à sourire, un sourire timide mais sincère, comme si les enfants la remerciaient une nouvelle fois sans avoir besoin de mots. Liam et Ella, eux aussi, s'impliquaient davantage dans ces visites. Ils proposaient régulièrement de préparer de petits cadeaux supplémentaires, des dessins, des figurines, des crayons de couleur. Ils posaient 1000 questions, cherchant à deviner à quoi pouvaient ressembler ces enfants invisibles, comment ils vivaient, quel âge ils avaient. Ethan choisissait ses mots avec précaution, expliquant qu'il existait parfois des enfants pour qui la vie était plus difficile, mais qu'ils étaient intelligents, courageux et très reconnaissants pour la moindre aide. Cette compréhension naissante renforçait la sensibilité de Liam et Ella, qui voyaient désormais le cimetière non plus seulement comme un lieu de deuil, mais comme un espace où se manifestait la solidarité, même dans le silence de la nuit. La présence régulière de nouvelles petites notes devint un élément essentiel de leur rituel. Souvent, ils en retrouvaient une posée sur la pierre ou glissée sous un caillou. Elles étaient toujours écrites de manière maladroite, avec une orthographe hésitante, parfois un seul mot, parfois deux. Merci. Pour nous. Bon. Et un jour, une phrase un peu plus longue. Nous avons froid, mais nous restons ensemble. Chaque note était pour eux comme une fenêtre ouverte sur la vie de ces enfants. Une vie difficile, certes, mais unie par un lien que rien ne semblait briser. Maria gardait chaque petit papier dans une boîte qu'elle rangeait dans un tiroir secret, comme s'il s'agissait de lettres adressées à Noah lui-même. Elle les lisait parfois le soir, quand la maison s'endormait, et un sentiment étrange l'envahissait. La conviction que leur fils, bien que parti, continuait de façonner leur destin. Ethan, de son côté, ressentait une transformation intérieure qu'il n'avait pas anticipée. La colère sourde, presque invisible qu'il habitait depuis la mort de Noah, semblait s'atténuer au fil des jours. À chaque note retrouvée, à chaque paquet découvert par les enfants, il éprouvait une sorte de paix nouvelle, comme si sa douleur trouvait enfin une direction. Il se surprenait à imaginer Noah grandissant, apprenant la gentillesse, devenant le genre d'enfant qui aurait voulu aider les autres. Et dans ses pensées, il découvrait une force qu'il croyait avoir perdue. Son fils, bien que jamais vivant en dehors des bras de Maria, continuait d'exister à travers leurs actions. C'était un héritage invisible mais puissant, un héritage de compassion qui transformait non seulement leur quotidien, mais aussi leur rapport au monde. Peu à peu, les Wilson commencèrent à organiser leurs semaines autour de ces visites. Ils achetaient des vêtements en solde, collectionnaient de petites lampes ou des objets utiles qu'ils savaient que les enfants prendraient.
Maria préparait parfois des biscuits qu'elle emballait soigneusement, et Ethan cherchait de petites couvertures faciles à transporter. Il ne parlait jamais directement des enfants, comme s'il craignait de briser la magie fragile qui s'était installée entre eux, mais chacun savait que ces gestes faisaient désormais partie de leur vie. Leur peine, autrefois oppressante, devint une source de lumière discrète qui guidait leurs pas. Un soir, après une journée particulièrement longue, Maria proposa qu'ils se rendent au cimetière plus tard que d'habitude, juste avant la tombée de la nuit. Il voulait vérifier que tout avait été pris et déposer un petit sac supplémentaire qu'elle avait préparé. L'air était frais, l'atmosphère enveloppée d'un calme presque mystique. En approchant de la tombe de Noah, ils remarquèrent qu'un paquet qu'ils avaient laissé 2 jours plus tôt avait disparu. Mais ce n'était pas cela qui attira leur attention. Sur la pierre soigneusement posée se trouvait une nouvelle note. Maria la prit avec des gestes tremblants. Lorsqu'elle la déplia, elle dut s'arrêter un instant pour maîtriser l'émotion qui montait en elle. Sur le petit morceau de papier, écrit avec difficulté, mais d'une clarté saisissante, se trouvaient 3 mots. « Nous n'oublierons pas ». Maria resta immobile, les yeux fixés sur ces mots qui semblaient résonner dans l'espace entier. Il y avait dans cette phrase une promesse, une reconnaissance qui dépassait le simple remerciement. C'était un lien tissé entre 2 douleurs, 2 solitudes, 2 histoires qui n'auraient jamais dû se croiser. Ethan posa une main sur son dos et elle sentit ses forces vaciller sous l'émotion. Il savait que ces mots n'étaient pas seulement un remerciement, mais aussi un témoignage silencieux de la manière dont leur générosité avait touché ses enfants. Et d'une certaine façon, c'était également une réponse adressée à Noah, comme si ses enfants confirmaient que son souvenir continuerait d'exister à travers eux. En regagnant leur voiture, Maria se retourna une dernière fois vers la tombe de leur fils. La lumière du crépuscule baignait les pierres d'une clarté douce, presque surnaturelle. Elle eut l'impression, fugace mais puissante, que Noah les regardait, qu'il comprenait tout ce qu'ils faisaient et qu'il les accompagnait dans leur démarche. Cette sensation illumina son cœur d'une chaleur nouvelle, d'une paix qu'elle n'avait plus ressentie depuis longtemps. Dans les jours qui suivirent, ils parlèrent souvent de cette dernière note, non pour en percer le mystère, mais pour en savourer la signification. Elle représentait l'aboutissement de ce chemin inattendu qu'ils avaient emprunté malgré la douleur. Leur fils, dont la vie avait été trop brève pour se déployer, avait pourtant laissé derrière lui une empreinte immense. Par lui, grâce à lui, ils avaient pu transformer leur chagrin en un acte d'amour durable. Ethan et Maria comprirent alors que l'histoire de Noah ne s'était pas arrêtée le jour de sa naissance. Elle continuait à travers ses enfants, à travers chaque geste qu'ils posaient, chaque sourire qu'ils imaginaient, chaque mot maladroit tracé sur un morceau de papier. Et cette certitude, douce et profonde, devint le nouveau fondement de leur existence. Un phare qui éclairerait leurs nuits les plus sombres et les guiderait toujours sur le chemin de la bonté. Abonnez-vous à la chaîne, regardez les vidéos suivantes et partagez cette vidéo avec d'autres personnes.